Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le second chapitre de Génie nucléaire qui a pour thème l'atome. L'atome, tout le monde le connaît, ou du moins on a tous déjà entendu parler. Les programmes scolaires, ils introduisent assez tôt en fait ce concept avec quelques-uns de ces éléments clés comme l'électron, les noyaux, les protons ou bien les neutrons. Dans ce qui suit, on va tenter de mettre un peu d'ordre dans tout ce vocabulaire. On va dans un premier temps s'intéresser à l'histoire du concept d'atome, puis nous décrirons pas à pas les différentes particules qui le composent. Et quels sont les différents modèles qu'on peut utiliser pour décrire ces mêmes particules. Commençons par un petit peu d'histoire et d'étymologie. Le mot atome vient du grec atomos, qui signifie insécable. La pensée de l'atome, la théorie atomiste, a longtemps été présente dans l'imaginaire européen, même si elle était présente avant dans l'imaginaire notamment hindou. Mais dans notre culture européenne, c'est bien en grec antique que le concept apparut la première fois. Contrairement à la légende, c'est pas Démocrite qui démocratisa le concept d'atome, mais c'est bien son maître à penser, Leucippe, qui a été le premier à y faire part. Lactance, donc dans De Ira Dei, en moins 320 à Jésus-Christ, écriva qu'il a prétendu que ces éléments eux-mêmes avaient pour origine d'autres éléments que l'on ne pouvait ni voir, ni toucher, ni percevoir par aucune partie du corps. Ils sont si ténus, dit-il, qu'il n'y a pas de lame de fer assez fine pour pouvoir les couper et les diviser. Par la suite, il leur a donné le nom d'atomes. Ainsi, Lactance parlait de Leucippe. Donc là, on comprend que le concept d'atome était présent il y a plus de 2500 ans. L'histoire des sciences après a été tumultueuse, et les chimistes au début du XVIIe siècle, XVIIIe, commencèrent à entrevoir ce concept. Et c'est Lavoisier qui, via sa célèbre formule, créa en quelque sorte la chimie, avec notamment la phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Comme s'il y avait en fait une matière sous-jacente à ce qu'on connaît, qui est toujours présente. Et c'est John Dalton, au début du 19e siècle, qui a, avec ses expériences de chimie, a été un des premiers en fait à vraiment valider la théorie atomiste, notamment en pesant en fait les gaz obtenus lors de réactions chimiques. Dimitri Mendeleïev, lui, est bien connu parce qu'il a mis en application en fait tout ce que ses prédécesseurs avaient développé en chimie, en classant en fait les éléments par un numéro qui s'avéra être leur nombre de protons. Vient ensuite la fin du 19e siècle, début du 18e siècle, où tout s'accéléra, où Thomson découvra en 1897 le concept d'électron, suivi par Rutherford en 1911, qui a pu découvrir les noyaux atomiques et identifia le proton. C'est lui d'ailleurs qui lui donna son nom, proton, qui veut dire premier en grec. Vient ensuite James Chadwick, qui identifia les neutrons en 1932. À partir de là, l'ensemble des composants des atomes furent découverts, et sans cesse, les techniques qui permettent l'exploration du milieu atomique se développèrent. Et par exemple, là, on peut voir sur l'image de droite, on allait jusqu'à être capable de faire des photos microscopiques des atomes. Là, ce qu'on voit, ce sont des atomes de carbone à la surface de graphite, d'une feuille de graphite observée par microscope à effet tunnel. Donc maintenant, ce n'est plus une théorie, on est complètement sûr de leur existence, à tel point qu'on est même capable de les voir. Donc, les atomes ont leur composition simple et bien connue. On sait que c'est un noyau composé de neutrons et de protons, avec des électrons qui gravitent en fait autour de ce noyau.
Néanmoins, on sait qu'avec la physique quantique, c'est pas des électrons ponctuels, mais ce sont une sorte de nuage électronique. Les électrons sont diffus, sont sous forme d'ondes, et tournent en quelque sorte autour de ce noyau. En termes de grandeur, la masse d'un proton, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Le neutron est un petit peu plus lourd. Tandis que la masse d'un électron, là j'ai fait une petite erreur, mais c'est environ 9 fois 10 puissance moins 30 moins 31 kg. On peut aussi parler de leur charge. Donc la charge d'un proton, qui est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, qui est par définition neutre. Et la charge d'un électron, qui est opposée, à la charge du proton. Donc là, je reviens pour la masse de l'électron, c'est bien 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Vis-à-vis des rayons, le noyau, l'ordre de grandeur du rayon du noyau, c'est de l'ordre du fantomètre, donc 10 puissance moins 15, tandis que l'atome, c'est plutôt de l'ordre de la centaine de picomètres, la centaine de picomètres qui correspond à l'angstrom. Un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Concentrons-nous un petit peu sur les électrons. Les électrons, ils sont connus quand même. Le modèle qu'on connaît, en fait, c'est le modèle de Bohr. C'est donc ces électrons qui gravitent autour d'un noyau avec différents niveaux d'énergie. Plus, en gros, ils sont éloignés du noyau, plus ils vont être de faibles énergies. Mais en fait, ce modèle, il est obsolète, puisqu'il ne prend pas en compte les avancées de la physique quantique. Et c'est réellement en fait en prenant en compte la physique quantique qui est l'équation, via l'équation de Schrödinger, qui est vraiment l'équation fondamentale de cette discipline, et la notion de dualité onde-corpuscule, c'est qu'une particule se comporte comme une onde et qu'une onde peut se comporter comme une particule, mais en fait c'est un même objet, c'est une onde-corpuscule, un objet qui a les propriétés à la fois d'une onde et d'un corpuscule. En fait, on peut décrire un peu mieux en fait la notion d'électron via en fait via le modèle des orbitales atomiques. Et ça se présente en fait, les électrons se présentent sous une forme diffuse en fait autour de notre noyau. Donc, notre noyau, c'est composé de neutrons ou de protons. Donc là, dans ce cas-là, on a un noyau d'hélium, donc composé de 2 protons, de 2 neutrons. Le proton isolé est stable, tandis que le neutron isolé a une durée de vie d'environ 15 minutes. Et la façon on note un noyau avec la notation AZM, avec M, donc le symbole chimique du noyau. Par exemple, le symbole chimique de l'oxygène, c'est O, le symbole chimique de l'hélium, c'est HE, le symbole chimique du fer, c'est Fe. Z, le nombre de protons qui composent le noyau. A, le nombre de nucléons, donc qui correspond au nombre de protons plus neutrons. Et A-Z, qui est le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons. Et par exemple, on peut citer l'uranium 235, 92 protons, 235 nucléons, et donc 235 moins 92 de tête, ça fait 143 neutrons. On peut noter aussi que le neutron, c'est 1N0, en effet, il y a un nucléon qui est un seul neutron et 0 proton. On peut noter le neutron de cette façon-là. Là, ce que j'ai représenté en bas à droite, c'est ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Ça permet de classer en noir. Donc en abscisse, c'est le nombre de neutrons. En ordonnée, c'est le nombre de protons. On classe l'intégralité des atomes connus. Et en fait, on se rend compte que les atomes stables qui sont en noir, ils suivent plus ou moins une droite où le nombre de protons doit être environ égal au nombre de neutrons. Et plus on s'éloigne de cette droite, moins les atomes sont stables. Donc pour récapituler en fait les différents modèles d'atomes, un des premiers modèles d'atomes qui a été fourni, c'est le modèle de Thomson en 1904, dit modèle pudding, où en fait on considérait qu'on avait un mélange de charges positives et de charges négatives.
mais situés aux mêmes endroits. Et c'est Rutherford qui, en 1911, donne son modèle planétaire, où là, on a vraiment un noyau positif au centre de l'atome, avec des électrons qui tournent autour de lui. Bohr rajoute le fait que les électrons ont des orbites bien précises, donc en 1913, les électrons peuvent prendre que, il y a une quantification de l'énergie des électrons qui peuvent prendre que certains types d'orbitales. Ils ne peuvent pas se balader aléatoirement en fait dans le, dans l'environnement du noyau, mais doivent prendre que certaines orbites. Et Schrödinger en 1925, via son équation, permet en fait, la réelle création de la mécanique quantique, où on peut développer en fait, on peut développer le modèle des orbitales atomiques qui permettent de décrire précisément la façon dont se répartissent les électrons autour du noyau en fonction notamment de leur énergie. En réalité, on pourrait croire que les neutrons et les protons sont les plus petites particules, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas des particules élémentaires. Les électrons sont des particules élémentaires, donc il n'y a pas plus petit qu'un électron. Mais les neutrons, en fait, ou les protons, sont composés de particules plus petites, de quarks. Par exemple, un proton, ça va être 2 quarks up et 1 quark down, qui sont vraiment les particules élémentaires. Donc on retrouve 6 quarks et 6 leptons. Les électrons font partie des leptons et les composants des nucléons font partie des quarks. Aussi, on peut identifier le fameux boson de Higgs, qui a fait, au début des années 2010, qui a fait sensation un peu dans la presse, y compris non spécialisée. Boson de Higgs, en fait, il vient, pour vulgariser, il vient donner une masse, expliquer la notion de masse pour les particules élémentaires. Et aussi, on a 4 bosons de jauge, qui sont le gluon, le photon, le boson Z et le boson W. Et chacun de ces bosons est responsable d'une interaction. L'interaction forte pour le gluon, l'interaction électromagnétique pour le photon, l'interaction faible pour les bosons Z et les bosons W. Et là, on connaît en général, une quatrième interaction qui est l'interaction gravitationnelle. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de boson associé actuellement, pas de boson associé qu'on connaît. Et potentiellement, ça on ne le sait pas encore, c'est au stade d'hypothèse, il y aurait un 5e boson qui serait le graviton, qui permettrait de modéliser d'un point de vue microscopique l'interaction gravitationnelle. Pour revenir en fait sur la modélisation du nuage électronique en mécanique quantique, donc en fait ça dérive de l'équation de Schrödinger avec donc notre psi qui correspond en fait à la fonction d'onde de l'électron qui gravite autour du noyau. Et cette fonction d'onde, en fait, quand on la met au carré, c'est une probabilité de présence. Donc là, c'est un peu technique, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais en fait, on met au carré cette fonction d'onde et on a la probabilité de présence de trouver l'électron à une coordonnée, en général en coordonnée sphérique. Et en fait, quand on essaie de résoudre cette équation, d'isoler la fonction d'onde, on se rend compte qu'on peut définir en fait la fonction d'onde à l'aide de 4 nombres quantiques. Donc le nombre quantique principal, le nombre quantique azimutal, le nombre quantique magnétique et le nombre quantique magnétique de spin. Et avec ces 4 nombres quantiques, on peut décrire différentes sous-couches. Donc en quelque sorte différentes façons d'agencer, que les électrons peuvent s'agencer autour de l'atome. Et notamment, par exemple, on peut voir la sous-couche 1s, par exemple, qui correspond en fait, l'électron se trouve de façon uniforme autour du noyau, 2s de façon sphérique, uniforme aussi, mais cette fois-ci plus élargie, tandis que 2px par exemple, il y a des zones où on sait qu'on ne va pas trouver l'électron. Donc voilà, c'est en résolvant l'équation de Schrödinger ça nous permet de calculer en fait les orbitales atomiques. Et donc c'est un modèle en couche quantifié par un nombre quantique principal qui permet de décrire le niveau d'énergie de l'électron dans l'atome. On a aussi un modèle assez populaire pour les noyaux qui permet d'expliquer notamment les énergies de liaison. Donc dans un noyau, les charges positives protons se repoussent. Donc le noyau, si on regardait avec seulement l'interaction électromagnétique, le noyau ne serait pas censé exister.
Néanmoins, il y a une autre force qui existe au sein du noyau, qui permet ainsi son existence. C'est ce qu'on appelle la force de liaison, ou interaction forte. Et en ce sens, chaque nucléon possède une énergie de liaison qui le lie à ses voisins. Et donc en fait, l'interaction forte qui lie les protons et les neutrons entre eux est bien plus forte que l'interaction électromagnétique qui a tendance à les repousser. Et on a développé un modèle pour exprimer en fait l'énergie de liaison de chaque nucléon dans un atome donné. Donc là, on a l'énergie de liaison moyenne par nucléon en fonction du nombre de nucléons dans le noyau. C'est ce qu'on appelle en fait le modèle de la goutte liquide. Et le modèle de la goutte liquide, en fait, il considère en fait une sorte de goutte d'huile chargée, et on essaie d'étudier les différentes interactions qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et donc en prenant en compte des interactions volumiques, de surface, des interactions de Coulomb, donc entre charge électrique, et des interactions qui sont plutôt liées en fait à la physique quantique, on a développé une formule qui s'appelle la formule de Bethe-Weizsäcker, qui décrit en fait qui permet de quantifier l'énergie de liaison en connaissant le nombre de nucléons de l'atome et le nombre de protons. Et donc on peut calculer pour chaque atome, pour chaque isotope, l'énergie de liaison de ces nucléons. Et en fait, c'est une formule qui est plutôt précise, qui nous donne des très beaux ordres de grandeur quand on la compare à la réalité. Et d'une manière assez similaire, en fait, quand on affine en fait, ce modèle, on peut retrouver un modèle similaire pour décrire les composants du noyau, donc les protons et les neutrons. C'est un modèle qui est similaire au modèle en couche de l'électron. Et on a une sorte de modèle en couche atomique, où il n'y a pas exactement les mêmes effets, mais on peut mettre ce modèle en couche. Enfin, on peut classer les électrons avec les protons et les neutrons avec ce modèle, et ça nous permet de leur donner une énergie en fonction en quelque sorte de l'orbital dans lequel ils se trouvent. C'est pas vraiment le bon terme, mais vous avez compris. Les neutrons et les protons peuvent prendre différentes énergies dans le noyau. Et là, on vient à la fameuse classification périodique des éléments, donc qui est particulièrement importante en génie nucléaire. D'ailleurs, un ingénieur en génie nucléaire finit par connaître presque l'intégralité de ce tableau-là. Le tableau périodique des éléments, en fait, il classe chaque atome en fonction de son nombre de protons. Et on se rend compte qu'en fonction quand un atome est dans la même colonne qu'un autre, bien souvent, ils vont partager les mêmes caractéristiques chimiques, puisque ils auront le même remplissage de leur couche électronique. Ils vont avoir un remplissage similaire. Et donc, comme c'est les couches électroniques qui font la chimie, s'ils ont le même remplissage, ils vont avoir un peu le même type de chimie. Donc, par exemple, dans la colonne 18, on va avoir les gaz rares, ou on va avoir les halogènes dans la colonne 17. Et ils ont des comportements chimiques assez similaires. On connaît jusqu'à présent, donc là, il y a 103 éléments. Mais il y a 108 éléments, et on tente actuellement, de ce que je sais, d'aller au 120e, donc avec jusqu'à 120 protons. Mais plus on augmente le nombre de protons, moins le noyau est stable, et donc plus c'est compliqué d'y parvenir. Pour terminer, on va parler un petit peu de la terminologie des différents types de noyaux. Donc on appelle un isotope un noyau, donc avec le même nombre de protons, donc c'est-à-dire que c'est le même élément chimique, mais avec un nombre de protons différent. Ce qui est bien connu, c'est, on a carbone 12, qui est l'isotope le plus présent du carbone sur Terre, mais ce qui est bien connu dans la datation, pour déterminer l'âge d'un morceau de bois fossilisé, c'est le carbone 14. Et en fait, le carbone 14 et le carbone 12 sont deux isotopes, c'est le même élément chimique, donc avec le même comportement chimique, mais un nombre de neutrons, un peu différent, qui leur apporte en fait, l'un est radioactif, le carbone 14, et l'autre ne l'est pas, le carbone 12. On appelle aussi isobare, c'est deux atomes, donc deux éléments chimiques différents, qui ont le même nombre de nucléons, mais un nombre de protons différents, donc c'est deux éléments différents, par exemple le carbone 14 et l'azote 14, ce sont deux éléments chimiques différents, mais qui partagent le même nombre de nucléons. Un isomère, c'est le même nombre de protons et de neutrons, mais d'énergie différente. Par exemple, le carbone 12M1 ou le carbone 12M2.
On a vu en fait qu'on pouvait classer les atomes sur des différentes couches, que les protons et les neutrons sur différentes couches. Et en fait, si on donne de l'énergie à un proton, en fait, il peut augmenter ses couches. Enfin, il peut gagner en gros en épaisseur de couche en quelque sorte, monter plus haut. Et donc, il sera excité, il aura tendance à se désexciter en émettant des rayonnements gamma. Et donc, on appelle isomère donc, un élément, donc le même nombre de protons et de neutrons, mais d'énergie différente, d'énergie du noyau différent. Et pour terminer, on appelle isotone quand on a le même nombre de neutrons. Par exemple, le carbone 13 et l'azote 14, chacun ont 7 neutrons. Et donc, on appelle ça un isotone. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que tout aura été clair. Si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.